Bonjour à toutes et à tous. Donc voici une première vidéo d'introduction à l'échographie pleuropulmonaire. Et aujourd'hui, on va parler principalement des artefacts échographiques. En guise d'introduction, je vous présente ici les résultats d'une étude qui date de 2011. Cette étude comparait la sensibilité et la spécificité de l'échographie pulmonaire versus la radiographie standard pour les diagnostics de consolidation, de pneumothorax, d'épanchement pleural et de syndrome interstitiel. Et ce qui ressortait de cette étude, c'est que l'échographie avait une meilleure sensibilité que la radiographie pulmonaire, qu'elle avait également une meilleure spécificité que la radiographie pulmonaire pour les diagnostics d'épanchement pleural et de syndrome interstitiel, mais surtout qu'elle avait une meilleure puissance diagnostique pour la recherche de ces différentes pathologies. Donc pour l'étude échographique du poumon, on utilise principalement deux modes échographiques. Le mode B, qui est le mode brillance, qui est un mode en deux dimensions, et qui est le mode échographique standard que vous connaissez tous. Et le mode M ou mode TM pour temps mouvement et qui permet d'étudier les mouvements du parenchyme pulmonaire en fonction du temps. Donc quels sont utilisés en échographie pulmonaire? Je vous ai mis ici trois photos avec de gauche à droite une sonde cardio, une sonde abdominale au milieu et enfin une sonde linéaire également appelée sonde vasculaire. Ces trois sondes sont disponibles sur l'appareil du service et ces trois sondes font l'affaire pour explorer le parenchyme pulmonaire. Et de manière habituelle, on a plutôt tendance à utiliser la sonde abdominale, qui est la sonde représentée au milieu de l'écran. Pour étudier le parenchyme pulmonaire, on va segmenter chaque hémithorax en trois zones. Une zone 1 dite antérieure, et qui est située entre le sternum et la ligne axillaire antérieure. Une zone 2 latérale, qui est située entre la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire postérieure. Et enfin, une zone 3, qui est délimitée par la ligne axillaire postérieure et le rachis en arrière. Donc chacune de ces zones va être séparée en deux cadrans, un cadran supérieur et un cadran inférieur, ce qui fait qu'au total, on aura 6 cadrans pour chaque hémithorax. Donc on va faire un balayage échographique longitudinal avec le repère de la sonde d'échographie situé vers le haut. Et on va balayer de haut en bas. Donc l'air monte et le liquide descend, ce qui veut dire que si vous cherchez un pneumothorax, vous allez plutôt chercher en zone 1 en premier, et si vous cherchez un épanchement pleural, vous irez plutôt chercher en zone 2, voire en zone 3. Donc voici un schéma qui représente ce que vous verrez sur votre appareil d'échographie. Donc tout d'abord, la sonde qui est au contact de la peau, avec en dessous les tissus sous-cutanés, puis les muscles intercostaux qui sont situés entre la côte supérieure et la côte inférieure. Et en dessous, la plèvre avec derrière le poumon qui est rempli d'air. Donc les côtes en échographie, elles sont hyperéchogènes, ce qui signifie qu'elles apparaissent en blanc sur l'écran. En fait, elles absorbent les ondes d'échographie, ce qui fait que derrière, on a ce qu'on appelle une ombre costale, également appelée cône d'ombre postérieure. Cela signifie que l'on ne verra pas ce qui est situé en arrière de la côte. En situation physiologique, le poumon est rempli d'air au niveau de ses alvéoles, sauf que les ondes d'écho ne passent pas dans l'air. Et donc, il y a une réflexion de ces ondes d'échographie entre la sonde et la plèvre qui est hyperéchogène. Cette réflexion des ondes d'écho se faisant de manière continue. Cette réflexion continue des ondes d'écho entre la sonde et la plèvre va être interprétée par l'appareil d'échographie qui va créer un artefact que l'on appelle les lignes A. Ce sont des lignes hyperéchogènes, horizontales, situées à égale distance les unes des autres. Elles correspondent à une sorte de miroir de la plèvre, se répétant à l'infini du côté du parenchyme pulmonaire. Donc voici à quoi ressemblent ces lignes A. Donc à gauche, on a une image statique et à droite, une image dynamique. On peut voir sur les deux images les cônes d'ombre postérieures qui sont anéchogènes et donc noirs avec les côtes situées au-dessus. Donc voici un premier cône d'ombre et un deuxième. Les côtes sont situées ici et là. Donc on voit les lignes A qui sont des traits horizontaux hyperéchogènes avec le premier trait qui est situé en haut qui correspond à la plèvre. Donc la plèvre est ici et les autres traits horizontaux ici, ce sont les lignes A. Ces lignes A, elles sont présentes en situation physiologique et elles ne sont donc pas pathologiques. Ce sont bien des traits hyperéchogènes et qui se répètent à égale distance les unes des autres. Vous pouvez observer sur cette vidéo un signe échographique qui est appelé le glissement pleural. C'est cette ligne hyperéchogène qui fait des allers-retours de droite à gauche. Ce signe échographique correspond au glissement de la plèvre viscérale contre la plèvre pariétale. Il est bien entendu impossible de distinguer la plèvre viscérale de la plèvre pariétale en échographie. Ce mouvement est physiologique et son absence est pathologique. On parle d'artefact de scintillement, bien que ce signe échographique ne soit pas un artefact, puisque la plèvre est la seule structure directement visible en échographie sur un poumon sain.
Donc le glissement pleural peut également s'objectiver en mode TM ou mode temps-mouvement. Donc dans ce cas, on parlera du signe du bord de mer, et je vais vous expliquer ce signe sur l'image statique de gauche. Donc tout en haut, on a des lignes hyperéchogènes qui sont fines et parfaitement droites et qui correspondent aux muscles sous-cutanés et aux tissus de la paroi thoracique. Ces derniers sont peu influencés par les mouvements respiratoires et donc ils ne bougent pas et ça donne des lignes hyperéchogènes parfaitement droites. En dessous, on a la plèvre qui est représentée par une ligne beaucoup plus épaisse, hyperéchogène une fois de plus. Encore en dessous, on a des sortes de grésillements échographiques irréguliers, et donc on parle du signe du bord de mer, parce qu'il faut imaginer ici le sable, ici l'océan avec la ligne pleurale, et au-dessus le ciel avec la paroi thoracique. Ce signe du bord de mer est visible en mode TM lorsque le glissement pleural est présent. Voici ce que ça représente sur une image dynamique. On peut voir en haut ici la mire du tir TM. En cas de syndrome interstitiel et notamment en cas d'OAP par exemple, on peut avoir une extravasion de liquide au niveau des septa interlobulaires et c'est ce qu'on voit sur le schéma de gauche. Et à l'inverse, dans le syndrome alvéolaire, on peut avoir du liquide ou des débris cellulaires dans les alvéoles, comme on voit sur le schéma de droite. Et que le liquide soit d'origine interstitielle en cas d'OAP ou d'origine alvéolaire en cas de pneumopathie, ce liquide il va se retrouver au contact de la plèvre à un endroit. Et donc, contrairement à tout à l'heure où on est en situation où on a un poumon physiologique et que rempli d'air, là on a du liquide et le liquide, lui, contrairement à l'air, il transmet les ondes d'écho. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de s'arrêter à la plèvre et de rebondir sur cette dernière et de créer un artefact en ligne A, et ben là, les ondes d'écho vont se propager dans le liquide, soit du syndrome interstitiel, soit du syndrome alvéolaire. Et il va y avoir un phénomène de réflexion multiple dans le liquide. Et ce temps où les ondes se réfléchissent dans le foyer liquidien, et ben, l'appareil d'écho il va créer un artefact qu'on appelle les lignes B. Il va croire que en fait, les ondes d'écho elles continuent à l'infini. Et donc on va avoir un artefact en ligne B qui est un artefact en rayon de laser, on dit, qui naît de la ligne pleurale qui est ici, qui s'étend à l'infini, qui bouge avec la ligne pleurale. En fait, ces lignes B elles apparaissent et disparaissent en fonction des mouvements du glissement pleural et elles effacent les lignes A. Elles sont pathologiques si on en a plus de 3 ou à partir de 3 par champ d'exploration. Donc voici à quoi ressemblent ces lignes B sur une image dynamique. On parle également d'artefacts en queue de comète, donc ce sont des lignes hyperéchogènes qui sont verticales, qui naissent bien de la ligne pleurale et qui glissent, apparaissent et disparaissent avec celle-ci. On voit bien que là, on est dans une situation qui est pathologique, puisque je vous ai dit que c'était pathologique à partir de 3 par champ d'exploration, et là, on est bien au-delà de 3. Et on voit bien également qu'il n'y a pas de ligne A. Il existe également d'autres artefacts verticaux qu'on appelle les lignes Z, et qui n'ont pas de signification pathologique particulière. Elles ont des caractéristiques différentes des lignes B, notamment, comme vous pouvez le voir sur cette image, elles disparaissent après quelques centimètres, elles sont mal définies et plutôt épaisses au lieu d'être fines comme un rayon laser comme les lignes B. Elles n'effacent pas les lignes A, là vous pouvez voir des artefacts en ligne A, et elles sont indépendantes du glissement pleural, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas disparaître et apparaître avec celui-ci. Voici deux images statiques pour que vous puissiez bien voir les différences. Donc les lignes B à gauche qui donnent des artefacts fins en queue de comète bien définis, qui naissent de la ligne pleurale et qui s'étendent à l'infini, donc jusqu'au bord de l'écran. À droite, les lignes Z qui s'arrêtent avec quelques centimètres de profondeur. Ces lignes Z sont mal définies, elles sont assez larges, et ces lignes Z n'effacent pas les lignes A, tandis que c'est le cas pour les lignes B. Il existe également un artefact qu'on appelle les lignes E, donc E pour emphysème, donc c'est retrouvé essentiellement chez les patients qui sont traumatisés thoraciques et en cas d'évacuation de pneumothorax après la procédure. Les caractéristiques qui les distinguent des lignes B, c'est surtout le fait que ça naît au-dessus de la ligne pleurale et qu'elles ne sont pas synchrones du glissement pleural, elles sont statiques, elles sont figées. Sinon, elles sont également bien définies, donc ça c'est comme les lignes B, et elles effacent les lignes A et s'étendent à l'infini comme les lignes B. Donc l'exemple des lignes E et des lignes Z dont je viens de vous parler, c'est surtout pour que vous sachiez qu'il existe d'autres artefacts en queue de comète et que c'est pas parce qu'on a des artefacts hyper échogènes verticaux que ce sont forcément des lignes B.
Le plus important, c'est de bien connaître les caractéristiques des lignes B afin de ne pas les confondre avec les lignes E et les lignes Z, plutôt que de retenir les caractéristiques des lignes E et des lignes Z qui sont un petit peu plus complexes. Au cours des prochaines vidéos, nous verrons ensemble la sémiologie échographique des différentes pathologies pulmonaires pourvoyeuses de dyspnée, et nous verrons ensemble le Blue Protocol, qui est un algorithme échographique qui a été créé par Daniel Lichtenstein pour le bilan de dyspnée. Voici mes sources, merci de votre attention.